Bonjour et bienvenue à la pause santé vitalité, le balado où on parle des enjeux qui nous touchent avec des experts de chez nous. Aujourd'hui, on va préparer un épisode spécial sur la journée mondiale du rein. Et pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Karel Guignard. Bonjour Karel. Salut. Karel est notre directrice du programme de santé rénale au réseau Santé Vitalité. Merci d'être avec nous. Merci Simon. On parle de la maladie rénale comme d'une maladie silencieuse qui touche beaucoup de gens et qui ne s'en rendent pas forcément compte. On parle d'environ quelle partie de la population qui est actuellement touchée par une insuffisance rénale? Les recherches nous démontrent qu'on a 1 Canadien sur 10 qui est atteint d'insuffisance rénale chronique. Puis, nos principales causes de l'insuffisance rénale, c'est le diabète et l'hypertension, donc la haute pression. Souvent, les gens ne vont pas réaliser qu'ils ont des symptômes parce que c'est complètement silencieux, comme tu l'as mentionné. Donc, les symptômes surviennent un peu trop tard. Fait qu'on a tendance à consulter notre médecin ou notre infirmière praticienne quand les symptômes sont déjà là. Donc, l'insuffisance est très avancée. Ouais. Peut-être pour repartir du départ, à quoi servent nos reins? Quel est leur rôle sur notre organisme et qu'est-ce qui pourrait nous alerter sur un rein qui fonctionne moins bien peut-être? Mais à la base, nos reins, ils fonctionnent 24 heures sur 24. Puis, ils vont, dans leur travail au quotidien, ils vont filtrer en moyenne 180 litres de sang. Quand la filtration elle se produit, on va aller éliminer le sel, les toxines, les déchets. Puis, tout ceci pour aller régulariser la pression artérielle, notre sucre sanguin, pour aller assurer qu'on a un équilibre entre nos hormones. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour surveiller finalement que nos reins sont en bonne santé? Est-ce qu'il y a des gestes ou des démarches qu'on peut prendre au quotidien? Oui, on peut certainement faire attention à la quantité de sel qu'on consomme au quotidien. Ça veut dire qu'on va s'assurer de ne pas placer la salière sur la table, consommer au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, faire de l'activité physique, avec bouger, juste simplement bouger un peu. Puis, de s'assurer, on s'aperçoit que l'environnement commence à avoir des étés un peu plus chauds, donc s'assurer de bien consommer des bonnes quantités d'eau, d'avoir notre petite bouteille graduée qui nous dit qu'on a vraiment 1,5 à 2 litres d'eau, puis qu'au courant de la journée, on le consomme au complet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour surveiller un petit peu mieux ces premiers signes-là d'un rein qui fonctionnerait moins bien? Qu'est-ce que vous recommandez aux gens de faire au quotidien pour surveiller la santé de son rein? Bien, dans le fond, on peut parler avec notre médecin de famille ou notre infirmière praticienne pour s'assurer qu'on a des prises de sang qui sont faites, puis leur demander, est-ce que mes reins fonctionnent bien? Est-ce qu'on a vérifié le fonctionnement avec une prise de sang? On peut aussi se présenter à la pharmacie en communauté parce qu'ils ont tous des petits appareils de pression où on peut s'asseoir là, attendre un petit moment, puis ensuite faire vérifier notre pression artérielle. On a tout quelqu'un dans notre communauté qui est diabétique, donc on peut leur demander de vérifier notre sucre sanguin avant qu'on mange pour s'assurer qu'on a une bonne lecture, puis de voir à notre niveau de glycémie sanguine aussi. Donc, contrôler son diabète, contrôler sa pression artérielle également. Puis là-dedans, le sel, on en a parlé, mais est un facteur aussi qui peut jouer sur notre pression artérielle? Oui, exactement. Et tu mentionnes, il y a le volet prévention pour les gens qui ne font pas de diabète et qui n'ont pas de haute pression, mais les gens qui ont déjà un diagnostic de diabète ou de haute pression artérielle, c'est important de bien la gérer, bien la contrôler. Donc, la prise de médicaments qui a été prescrite par son médecin de famille ou son infirmière praticienne ou par le spécialiste, de s'assurer qu'on a une évaluation régulière pour qu'on ait la bonne prise de médicaments selon nos résultats, de s'assurer de vérifier sa pression artérielle à la maison pour s'assurer que nos médicaments ils fonctionnent bien, de consulter avec le pharmacien en communauté. Est-ce que vous pouvez nous présenter le programme de santé rénale du réseau, les services qu'on offre aux patients, les différents traitements? Est-ce que ce serait possible de nous faire un petit peu un portrait de ce qu'on offre comme service ici au réseau de santé vitalité? Oui, certainement. Fait que nos patients, ils nous arrivent toujours d'une consulte du médecin de famille ou de l'infirmière praticienne vers le néphrologue. Fait que soit un fournisseur de soins de santé primaire va faire une demande de consultation. Nos patients avec une insuffisance rénale ou une évaluation vont voir un néphrologue ou un médecin spécialisé en maladies rénales. Ensuite, quand ils transfèrent dans nos services,
on va l'accueillir en clinique de protection rénale. Fait qu'il va passer avec une équipe d'infirmières, diététistes, travailleurs sociaux pour les accompagner tout au long de leur maladie. Puis, on a aussi une équipe de transplante rénale. Fait qu'au niveau de la transplante rénale, c'est nos infirmières qui vont évaluer les capacités avec le néphrologue ou le médecin spécialiste d'avoir une transplante rénale. Est-ce que le patient est candidat? Si oui, il y a aussi le potentiel d'avoir un donneur vivant. Donc, il va y avoir des étapes qui vont être faites avec le patient pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un, un membre de la famille, qui a une volonté de vouloir donner un rein. Puis ça aussi, ça va devoir nécessiter des consultations avec un travailleur social, des services de psychologie, la diététiste, d'autres spécialistes de la santé pour s'assurer que la personne elle est candidate, si oui ou non. Ensuite, on travaille avec nos équipes de transplantes hors province. Fait que nos équipes du réseau de santé vitalité vont collaborer avec des médecins transplanteurs et des équipes multidisciplinaires à l'extérieur. Puis, si le patient n'est pas candidat pour une transplante ou qui est placé sur la liste d'attente pour une transplante rénale et que sa condition d'insuffisance rénale ou ses reins commencent à aller de moins en moins bien, on va faire le transfert vers une modalité de traitement qu'on appelle. Donc, soit le patient va aller en dialyse péritonéale ou en hémodialyse. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu qu'est-ce qu'est le traitement finalement, une dialyse péritonéale puis une hémodialyse, comment ça fonctionne? Parfait. Fait que quand un patient va choisir avec l'accompagnement de l'infirmière et du médecin spécialiste, on choisit la modalité de la dialyse péritonéale, le patient va nécessiter un cathéter dans l'abdomen. Fait que dans la bédaine, on va aller en chirurgie, on va placer un cathéter. On va laisser le cathéter guérir, puis ensuite, on va commencer l'entraînement avec une équipe d'infirmières qui va accompagner le patient pour apprendre à faire sa dialyse à la maison. Fait que c'est une modalité où on est beaucoup plus autonome. On peut continuer à travailler, on peut faire nos activités sociales, puis le patient, il fait sa propre dialyse lui-même chez eux. Puis au niveau de la dialyse péritonéale, on a deux types de modalités. Soit on a la modalité continue, qu'on va brancher le patient sur un cycleur, puis ça va se faire durant la nuit. Fait que le patient, il va brancher, il va monter son appareil et il va avoir sa dialyse. Et le matin, il va être libre toute la journée. Le soir, il va se rebrancher. Ça, c'est une des modalités. Puis, on a nos modalités manuelles qu'on appelle. Fait que la dialyse péritonéale, où on va faire en minimum, normalement, on va faire 4 échanges qui durent à peu près 20 à 30 minutes chacune. Qu'est-ce qu'on appelle un échange? Dans le fond, la modalité de dialyse avec nos échanges qu'on appelle, c'est parce que le patient, il nécessite d'avoir un sac où il va se brancher et faire un drainage. Puis, quand le drainage est complété, il va s'insérer, il va avoir un échange où on va insérer à nouveau du liquide dans son abdomen, qui va avoir un échange à l'intérieur de son abdomen et faire son élimination pour éliminer les déchets, éliminer les toxines, pour que le sel et tous les excès puissent sortir au prochain échange qui va avoir lieu 3-4 heures plus tard. Fait que ça, on fait ça au minimum 4 fois par jour. Puis maintenant, on a aussi l'hémodialyse, donc, et là qui implique aussi qui est un traitement un peu plus lourd que la dialyse péritonéale. Comment ça se passe pour une personne qui est hémodialysée? Exact. Fait que tantôt, on a parlé de la protection rénale. Fait que nos patients, ils sont évalués avec la clinique de protection rénale. Et si, avec l'infirmière et le médecin spécialiste, néphrologue ou médecin spécialisé en insuffisance rénale, on détermine que la dialyse péritonéale n'est pas la modalité qui va être bénéfique pour le patient, on va aller en hémodialyse. En hémodialyse, on peut le faire en centre, mais on a aussi les capacités de faire de l'enseignement puis d'accompagner le patient pour le faire à domicile aussi. Donc, le patient, il vient en centre, il nécessite soit un cathéter qui est placé selon un des deux côtés, puis ou une fistule. La fistule, ça se fait avec des aiguilles, fait qu'on pique le patient, ou on apprend le patient à se piquer lui-même. Puis, ça permet au patient d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Donc, il peut aller nager, tandis que si on a un cathéter, on ne peut pas nager, on ne peut pas aller à la piscine. Fait que ça change un peu la liberté du patient. Puis, au niveau de l'hémodialyse, on a un appareil qu'on va fournir au patient. Puis, on va entraîner le patient, puis possiblement, ça peut arriver qu'on entraîne un membre de la famille pour que le patient puisse se dialyser à la maison.
Nos patients qui font de l'hémodialyse à la maison, souvent, ils vont le faire la nuit aussi. Des dialyses qui sont plus douces, moins rapides, puis plus de liberté. Fait que le patient peut continuer à travailler, peut faire ses activités sociales aussi. Tandis que si on détermine que c'est l'hémodialyse en centre, donc c'est 3 fois par semaine, 4 heures au minimum, on doit se déplacer à l'hôpital. Donc, ça demande le temps de déplacement et arriver avant le traitement pour être prêt pour le traitement. Donc, souvent, c'est un 6 à 7 heures qui demande aux patients 3 fois par semaine au minimum de se déplacer à l'hôpital. Peut-être, Karel, pour nous donner une idée, actuellement, nos services, à quel point ils sont utilisés, puis comment on projette que sera la demande dans les prochaines années? Oui. Présentement, en protection rénale, fait que notre clinique d'entrée pour nos services avec les gens d'insuffisance rénale, on voit une capacité, la demande, elle est là. On voit une augmentation au niveau des gens atteints de diabète et d'hypertension. Puis on voit les projections pour les 5, 10, 20 prochaines années, où à l'intérieur du réseau de santé vitalité, une augmentation de 500 à 1000 patients pourrait se faire sur les prochaines années. On voit aussi à l'intérieur de nos services d'hémodialyse où on est dans le fond, les services sont utilisés à pleine capacité. On a les gens qui vont transitionner vers des modalités à domicile pour s'assurer qu'on assure l'autonomie des patients, qu'ils puissent continuer à travailler, d'avoir plus de liberté. Donc, une augmentation des besoins qu'on anticipe pour les prochaines années qui va continuer à grandir. Oui, exactement. On a aussi le vieillissement de la population, où on voit que la population vieillit, les gens sont de plus en plus malades. On voit aussi une augmentation, nous, à l'intérieur de nos services de modalité à domicile. Donc, on voit une augmentation croissante au niveau de la dialyse péritonéale, au niveau de l'hémodialyse. On veut aussi continuer d'offrir les services au niveau de l'hémodialyse à domicile, collaborer avec les communautés pour voir c'est quoi nos capacités ou si un patient a besoin ou il n'y a peut-être pas, parce que c'est certain que ça demande beaucoup d'espace quand on dit à un patient qui a une nécessité de dialyser à domicile. Mais s'il y a des centres en milieu communautaire qu'on peut collaborer au niveau du réseau pour voir aux capacités d'avoir un endroit où le patient peut se déplacer puis d'aller à cet endroit spécifique-là, faire son traitement d'hémodialyse, d'avoir continué sa liberté, mais que ça ne lui implique pas de venir en centre, de devoir prendre 7 à 8 heures de sa journée 3 fois par semaine. Il peut le faire quand même 3 fois par semaine, mais soit la nuit, soit sur le jour ou à son temps qui lui convient le mieux. Est-ce qu'il y a des ressources qu'on pourrait partager peut-être pour nos auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin ou peut-être approfondir le sujet? Oui, on peut aller sur rein.ca ou on peut aussi aller sur le site web êtes-vous-à-risque.ca. Donc, ça permet aux patients de faire un petit test, un petit quiz qui lui permet d'aller évaluer, voir est-ce que moi, je dois en parler avec mon médecin ou mon infirmière praticienne pour voir est-ce que moi, je suis à risque. Donc, rein.ca démontre des belles ressources. C'est la Fondation canadienne du rein. Puis, le site web êtes-vous-à-risque.ca. Merci beaucoup, Karel, pour cette petite discussion. C'est très apprécié. Merci, ça fait plaisir. Puis, on va souhaiter à tout le monde une bonne journée du rein. Puis, on vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux pour suivre nos prochains épisodes de la pause santé et vitalité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne journée.